J'avais en moi deux produits de ma journée. C'était, d'une part, grâce au calme apporté par la docilité d'Albertine, la possibilité et en conséquence la résolution de rompre avec elle. C'était, d'autre part, fruit de mes réflexions pendant le temps que je l'avais attendu assis devant mon piano, l'idée que l'art, auquel je tâcherais de consacrer ma liberté reconquise, n'était pas quelque chose qui valût la peine d'un sacrifice, quelque chose en dehors de la vie, ne participant pas à sa vanité et à son néant, l'apparence d'individualité réelle obtenue dans les œuvres n'étant due qu'au trompe-l'œil de l'habileté technique. Si mon après-midi avait laissé en moi d'autres résidus plus profonds peut-être, il ne devait venir à ma connaissance que bien plus tard. Quant aux deux que je supposais clairement, ils n'allaient pas être durables. Car dès cette soirée même, mes idées sur l'art allaient se relever de la diminution qu'elle avait éprouvée l'après-midi, tandis qu'en revanche, le calme et par conséquent la liberté qui me permettrait de me consacrer à lui allait m'être de nouveau retirée. Comme ma voiture, longeant le quai, approchait de chez les Verdurins, je la fis arrêter. Je venais en effet de voir Brichot descendre de tramway au coin de la rue Bonaparte, essuyer ses souliers avec un vieux journal et passer des gants gris perle. J'allais à lui. Depuis quelque temps, son affection de la vue ayant empiré, il avait été doté, aussi richement qu'un laboratoire, de lunettes nouvelles, puissantes et compliquées, qui, comme des instruments astronomiques, semblaient visser à ses yeux. Il braqua sur moi leur feu, excessif, et me reconnut. Elles étaient en merveilleux état, mais derrière elles j'aperçus, minuscule, pâle, convulsif, expirant, un regard lointain, placé sous ce puissant appareil, comme dans les laboratoires tout richement subventionnés pour les besoins qu'on y fait, on place une insignifiante bestiole agonisante sous les appareils les plus perfectionnés. Je fris mon bras au demi-aveugle pour assurer sa marche. Ce n'est plus cette fois près du Grand Cherbourg que nous nous rencontrons, me dit-il, mais à côté du petit Dunkerque. Phrase qui me parut fort ennuyeuse, car je ne compris pas ce qu'elle voulait dire. Et cependant, je n'osais pas le demander à Brichot, par crainte moins encore de son mépris que de ses explications. Je lui répondis que j'étais assez curieux de voir le salon où Swann rencontrait jadis tous les soirs Odette. « Comment, vous connaissez ces vieilles histoires ?» me dit-il. « Il y a pourtant de cela jusqu'à la mort de Swann, ce que le poète appelle à bon droit « grande spatium mortaliceni ». La mort de Swann m'avait à l'époque bouleversé. La mort de Swann. Swann ne joue pas dans cette phrase le rôle d'un simple génitif. J'entends par là la mort particulière, la mort envoyée par le destin au service de Swann. Car nous disons la mort pour simplifier, mais il y en a presque autant que de personnes. Nous ne possédons pas de sens qui nous permettent de voir, courant à toute vitesse, dans toutes les directions, les morts actives, dirigées par le destin vers telle ou telle. Souvent, ce sont des morts qui ne seront entièrement libérés de leur tâche que 2-3 ans après. Elles courent vite poser un cancer au flanc d'un Swann, puis repartent pour d'autres besognes, ne revenant que quand l'opération des chirurgiens ayant eu lieu, il faut poser le cancer à nouveau. Puis vient le moment où on lit dans Le Gaulois que la santé de Swann a inspiré des inquiétudes, mais que son indisposition est en parfaite voie de guérison. Alors, quelques minutes avant le dernier souffle, la mort, comme une religieuse qui vous aurait soigné au lieu de vous détruire, vient assister à vos derniers instants, couronne d'une auréole suprême l'âtre à jamais glacé dont le cœur a cessé de battre. Et c'est dans la diversité des morts, le mystère de leur circuit, la couleur de leur fatale écharpe qui donne quelque chose de si impressionnant aux lignes des journaux. Nous apprenons avec un vif regret que M. Charles Swann a succombé hier à Paris dans son hôtel des suites d'une douloureuse maladie. Parisien dont l'esprit était apprécié de tous, comme la sûreté de ses relations choisies mais fidèles, il sera unanimement regretté, aussi bien dans les milieux artistiques et littéraires, où la finesse avisée de son goût le faisait se plaire à être recherché de tous, qu'au Jockey Club, dont il était l'un des membres les plus anciens et les plus écoutés. Il appartenait aussi au cercle de l'Union et au cercle agricole.
Il avait donné depuis peu sa démission de membre du Cercle de la rue Royale. Sa physionomie spirituelle, comme sa notoriété marquante, ne laissait pas d'exciter la curiosité du public dans tout great event de la musique et de la peinture, et notamment au vernissage, dont il avait été l'habitué fidèle jusqu'à ces dernières années, où il n'était plus sorti que rarement de sa demeure. Les obsèques auront lieu, etc. À ce point de vue, si l'on n'est pas quelqu'un, l'absence de titre connu rend plus rapide encore la décomposition de la mort. Sans doute c'est d'une façon anonyme, sans distinction d'individualité, qu'on demeure le duc d'Uzès. Mais la couronne ducale en tient quelque temps ensemble les éléments, comme ceux de ces glaces aux formes bien dessinées qu'apprécie Albertine. Tandis que les noms de bourgeois ultramondains, aussitôt qu'ils sont morts, se désagrègent et fondent, démoulés. Nous avons vu Madame de Guermantes parler de Cartier comme du meilleur ami du duc de la Trémoille, comme d'un homme très recherché dans les milieux aristocratiques. Pour la génération suivante, Cartier est devenu quelque chose de si informe qu'on le grandirait presque en l'apparentant au bijou Cartier, avec lequel il eût souri que des ignorants puissent le confondre. Swann était, au contraire, une remarquable personnalité intellectuelle et artistique. Et bien qu'il n'eût rien produit, il eut la chance de durer un peu plus. Et pourtant, cher Charles Swann, que j'ai connu quand j'étais encore si jeune et vous près du tombeau, c'est parce que celui que vous deviez considérer comme un petit imbécile a fait de vous le héros d'un de ces romans qu'on recommence à parler de vous et peut-être vous vivrez. Si dans ce tableau de Tissot représentant le balcon du cercle de la rue Royale, où vous êtes entre Gallifet, Edmond de Polignac et Saint-Maurice, on parle tant de vous, c'est parce qu'on voit qu'il y a quelques traits de vous dans le personnage de Swann. Pour revenir à des réalités plus générales, c'est de cette mort prédite et pourtant imprévue de Swann que je l'avais entendu parler lui-même à la duchesse de Guermantes le soir où avait eu lieu la fête chez la cousine de celle-ci. C'est la même mort dont j'avais retrouvé l'étrangeté spécifique et saisissante un soir où j'avais parcouru le journal et où son annonce m'avait arrêté net, comme tracé en mystérieuses lignes inopportunément interpolées. Elles avaient suffi à faire d'un vivant quelqu'un qui ne peut plus répondre à ce qu'on lui dit. Qu'un nom, un nom écrit, passé tout à coup du monde réel dans le royaume du silence. C'était elle qui me donnait maintenant le désir de mieux connaître la demeure où avaient autrefois résidé les Verdurins et où Swann, qui alors n'était pas seulement quelques lettres passées dans un journal, avait si souvent dîné avec Odette. Il faut ajouter, et cela me rendit longtemps la mort de Swann plus douloureuse qu'une autre, bien que ces motifs n'eussent pas trait à l'étrangeté individuelle de sa mort, que je n'étais pas allé voir Gilberte comme je le lui avais promis chez la princesse de Guermantes. Qui ne m'avait pas appris cette autre raison à laquelle il avait fait allusion ce soir-là, pour laquelle il m'avait choisi comme confident de son entretien avec le prince. Que 1000 questions me revenaient, comme des bulles montant du fond de l'eau. Je voulais lui poser sur des sujets les plus disparates, sur Vermeer, sur M. de Mouchy, sur lui-même, sur une tapisserie de Boucher, sur Combray. Questions sans doute peu pressantes, puisque je les avais remises de jour en jour, mais qui me semblait capital depuis que ses lèvres s'étant scellées, la réponse ne viendrait plus. Mais non, reprit Brichot. C'était pas ici que Swann rencontrait sa future femme, ou du moins ce ne fut ici que dans les tout à fait derniers temps, après le sinistre qui détruisit partiellement la première habitation de Madame Verdurin. Malheureusement, dans la crainte d'étaler aux yeux de Brichot un luxe qui me semblait déplacé, puisque l'universitaire n'en prenait pas sa part, j'étais descendu trop précipitamment de la voiture, et le cocher n'avait pas compris ce que je lui avais jeté à toute vitesse pour avoir le temps de m'éloigner de lui avant que Brichot m'aperçût. La conséquence fut que le cocher vint nous accoster et me demanda s'il devait venir me reprendre. Je lui dis en hâte que oui, et redoublai d'autant plus de respect à l'égard de l'universitaire venu en omnibus. « Ah, vous étiez en voiture, me dit-il d'un air grave. Mon Dieu, par le plus grand des hasards, cela ne m'arrive jamais. Je suis toujours en omnibus ou à pied. Mais cela me vaudra peut-être le grand honneur de vous reconduire ce soir si vous consentez pour moi à entrer dans cette guimbarde,
Nous serons un peu serrés, mais vous êtes si bienveillant pour moi. Hélas, en proposant cela, je ne me prive de rien, pensai-je, puisque je serai toujours obligé de rentrer à cause d'Albertine. Sa présence chez moi à une heure où personne ne pouvait venir la voir me laissait disposer aussi librement de mon temps que l'après-midi, quand au piano je savais qu'elle allait revenir du Trocadéro et que je n'étais pas pressé de la revoir. Mais enfin, comme l'après-midi aussi, je sentais que j'avais une femme et qu'en rentrant, je ne connaîtrais pas l'exaltation fortifiante de la solitude. « J'accepte de grand cœur, » me répondit Brichot. À l'époque à laquelle vous faites allusion, nos amis habitaient rue Montalivet, un magnifique rez-de-chaussée avec entresol donnant sur un jardin, moins somptueux évidemment, et que pourtant je préfère à l'hôtel des ambassadeurs de Venise. Brichot m'apprit qu'il y avait ce soir, au quai Conti, c'est ainsi que les fidèles disaient en parlant du salon Verdurin depuis qu'ils s'étaient transportés là, grand tralala musical organisé par M. de Charlus. Il ajouta qu'au temps ancien dont je parlais, le petit noyau était autre, et le ton différent, pas seulement parce que les fidèles étaient jeunes. Il me raconta des farces d'Elstir, ce qu'il appelait de pure pantalonnade. Comme un jour où celui-ci, ayant faim de lâcher au dernier moment, était venu déguisé en maître d'hôtel extra, et, tout en passant les plats, avait dit des gaillardises à l'oreille de la très prude baronne Pudbus, rouge d'effroi et de colère. Puis, disparaissant avant la fin du dîner, avait fait apporter dans le salon une baignoire pleine d'eau, d'où, quand on était sorti de table, il était émergé tout nu en poussant des jurons. Et aussi des soupers où on venait dans des costumes en papier dessinés, coupés, peints par Elstir, qui étaient des chefs-d'œuvre. Brichot ayant emporté une fois celui d'un grand seigneur de la cour de Charles VII avec des souliers à la poulaine, et une autre fois celui de Napoléon Ier, où Elstir avait fait le grand cordon de la Légion d'honneur avec de la cire à cacheter. Bref, Brichot, revoyant dans sa pensée le salon d'alors, avec ses grandes fenêtres, ses canapés bas mangés par le soleil de midi, et qu'il avait fallu remplacer, déclarait pourtant qu'il le préférait à celui d'aujourd'hui. Certes, je comprenais bien que par salon, Brichot entendait, comme le mot église ne signifie pas seulement l'édifice religieux, mais la communauté des fidèles, non pas seulement l'entresol, mais les gens qui le fréquentaient, les plaisirs particuliers qu'il venait chercher là, et auxquels, dans sa mémoire, avaient donné leur forme ces canapés sur lesquels, quand on venait voir Madame Verdurin l'après-midi, on attendait qu'elle fût prête, cependant que les fleurs des marronniers, dehors, et sur la cheminée, des œillets dans des vases, semblaient, dans une pensée de gracieuse sympathie pour le visiteur, que traduisait la souriante bienvenue de ses couleurs roses, épier fixement la venue tardive de la maîtresse de maison. Mais si le salon lui semblait supérieur à l'actuel, c'était peut-être parce que notre esprit est le vieux Proté, qui ne peut rester esclave d'aucune forme, et même dans le domaine mondain, se dégage soudain d'un salon arrivé lentement et difficilement à son point de perfection pour préférer un salon moins brillant. Comme les photographies retouchées qu'Odette avait fait faire chez Otto, où élégante, elle était en grande robe princesse et ondulée par l'Otérique, ne plaisait pas tant à Swann qu'une petite carte album faite à Nice où, en capeline de drap, les cheveux mal rangés, dépassant un chapeau de paille brodé de pensée avec un nœud de velours noir, de 20 ans plus jeune, les femmes ayant généralement l'air d'autant plus vieux que les photographies sont plus anciennes, elle avait l'air d'une toute petite bonne qui aurait eu 20 ans de plus. Peut-être aussi avait-il plaisir à me vanter ce que je ne connaîtrais pas, à me montrer qu'il avait goûté des plaisirs que je ne pourrais pas avoir. Il y réussissait, du reste, car rien qu'en citant les noms de de deux ou trois personnes qui n'existaient plus et à chacune desquelles il donnait quelque chose de mystérieux par sa manière d'en parler, de ses intimités délicieuses, je me demandais ce qu'il avait pu être. Je sentais que tout ce qu'on m'avait raconté des Verdurin était beaucoup trop grossier. Et même Swann, que j'avais connu, je me reprochais de ne pas avoir fait assez attention à lui, de ne pas y avoir fait attention avec assez de désintéressement, de ne pas l'avoir bien écouté quand il me racontait, me recevait en attendant que sa femme rentrât déjeuner et qu'il me montrait de belles choses, maintenant que je savais qu'il était comparable à l'un des plus beaux causeurs d'autrefois. Au moment d'arriver chez Madame Verdurin,
j'aperçus M. de Charlus naviguant vers nous de tout son corps énorme, traînant sans le vouloir à la suite un de ces apaches ou mendigos que son passage faisait maintenant infailliblement surgir, même des coins en apparence les plus déserts, et dont ce monstre puissant était bien malgré lui toujours escorté, quoiqu'à quelque distance, comme le requin par son pilote. Enfin, contrastant tellement avec l'étranger hautain de la première année de Balbec, à l'aspect sévère, à l'affection de virilité, qu'il me sembla découvrir, accompagné de son satellite, un astre à une toute autre période de sa révolution, et qu'on commence à voir dans son plein, ou un malade envahi maintenant par le mal qui n'était il y a quelques années qu'un léger bouton qu'il dissimulait aisément et dont on ne soupçonnait pas la gravité. Bien que l'opération qu'avait subie Brichot lui ait rendu un tout petit peu de cette vue qu'il avait cru perdre pour jamais, je ne sais s'il avait aperçu le voyou attaché au pas du baron. Il importait peu, du reste, car depuis la Raspelière, et malgré l'amitié que l'universitaire avait pour lui, la présence de M. de Charlus lui causait un certain malaise. Sans doute pour chaque homme, la vie de tout autre prolonge dans l'obscurité des sentiers qu'on ne soupçonne pas. Le mensonge, pourtant si souvent trompeur, et dont toutes les conversations sont faites, cache moins parfaitement un sentiment d'inimitié, ou d'intérêt, ou une visite qu'on veut avoir l'air de ne pas avoir faite, ou une escapade avec une maîtresse d'un jour et qu'on veut cacher à sa femme, qu'une bonne réputation ne recouvre, à ne pas les laisser deviner, des mœurs mauvaises. Elles peuvent être ignorées toute la vie. Le hasard d'une rencontre sur une jetée, le soir, les révèle. Encore ce hasard est-il souvent mal compris, et il faut qu'un tiers averti vous fournisse l'introuvable mot que chacun ignore. Mais, elles effrayent, parce qu'on y sent affluer la folie, bien plus que par moralité. Madame de Surgis n'avait pas un sentiment moral le moins du monde développé, et elle eût admis de ses fils n'importe quoi qu'eût avili expliquer l'intérêt qui est compréhensible à tous les hommes. Mais elle leur défendit de continuer à fréquenter M. de Charlus quand elle apprit que, par une sorte d'horlogerie à répétition, il était comme fatalement amené à chaque visite à leur pincer le menton et à le leur faire pincer l'un l'autre. Elle éprouvait ce sentiment inquiet du mystère physique qui fait se demander si le voisin avec qui on avait de bons rapports n'était pas atteint d'anthropophagie. Et aux questions répétées du baron, « Est-ce que je ne verrai pas bientôt les jeunes gens ?» Elle répondit, sachant les foudres qu'elle accumulait sur elle, qu'ils étaient très pris par leurs cours, les préparatifs d'un voyage, etc. L'irresponsabilité aggrave les fautes, et même les crimes. Quoi qu'on en dise, Landru a supposé qu'il ait réellement tué ses femmes. S'il l'a fait par intérêt, à quoi l'on peut résister, peut être gracié, mais non si ce fut par un sadisme irrésistible. Les grosses plaisanteries de Brichot, au début de son amitié avec le baron, avaient fait place chez lui, dès qu'il s'était agi non plus de débiter des lieux communs, mais de comprendre, à un sentiment pénible que voilait la gaieté. Il se rassurait en récitant des pages de Platon, des vers de Virgile, parce qu'aveugle d'esprit aussi, il ne comprenait pas qu'alors, aimer un jeune homme était, comme aujourd'hui, les plaisanteries de Socrate le révèlent mieux que les théories de Platon, entretenir une danseuse, puis se fiancer. M. de Charlus lui-même ne l'eût pas compris, lui qui confondait sa manie avec l'amitié, qui ne lui ressemble en rien, et les athlètes de Praxitèle avec de dociles boxeurs. Il ne voulait pas voir que depuis 1900 ans, un courtisan dévot sous un prince dévot eût été athée sous un prince athée, a dit la Bruyère. Toute l'homosexualité de coutume, celle des jeunes gens de Platon comme des bergers de Virgile, a disparu. Que seule surnage et se multiplie la volontaire, la nerveuse, celle qu'on cache aux autres et qu'on travestit à soi-même. Et M. de Charlus n'aurait eu tort de ne pas renier franchement la généalogie païenne. En échange d'un peu de beauté plastique, que de supériorité morale. Le berger de Théocrite qui soupire pour un jeune garçon, plus tard, n'aura aucune raison d'être moins dur de cœur et d'esprit plus fin que l'autre berger dont la flûte résonne pour Amaryllis. Car le premier n'est pas atteint d'un mal. Il obéit au mode du temps.
C'est l'homosexualité survivante malgré les obstacles, honteuse, flétrie, qui est la seule vraie, la seule à laquelle puisse correspondre chez le même être un affinement des qualités morales. On tremble au rapport que le physique peut avoir avec celle-ci quand on songe aux petits déplacements de goût purement physiques, à la tare légère d'un sens, qui explique que l'univers des poètes et des musiciens, si fermé au duc de Guermantes, s'entr'ouvre pour M. de Charlus. Que ce dernier ait du goût dans son intérieur, qui est d'une ménagère bibloteuse, cela ne surprend pas. Mais l'étroite brèche qui donne jour sur Beethoven et sur Véronèse. Cela ne dispense pas les gens sains d'avoir peur quand un fou qui a composé un sublime poème, leur ayant expliqué par les raisons les plus justes qu'il est enfermé par erreur par la méchanceté de sa femme, les suppliant d'intervenir auprès du directeur de l'asile, gémissant sur les promiscuités qu'on lui impose, conclut ainsi « Tenez, celui qui va venir me parler dans le préau, dont je suis obligé de subir le contact, croit qu'il est Jésus-Christ. Or, cela seul suffit à me prouver avec quel aliéné on m'enferme. Il ne peut pas être Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ c'est moi. » Un instant auparavant, on était prêt à aller dénoncer l'erreur au médecin aliéniste. Sur ces derniers mots, et même si on pense à l'admirable poème auquel travaille chaque jour le même homme, on s'éloigne. Comme les fils de Madame de Surgis s'éloignaient de Monsieur de Charlus, non qu'il leur eût fait aucun mal, mais à cause du luxe d'invitation dont le terme était de leur pincer le menton. Le poète est à plaindre, qui n'est guidé par aucun Virgile, d'avoir à traverser les cercles d'un enfer de soufre et de poids, de se jeter dans le feu qui tombe du ciel pour en ramener quelques habitants de Sodome. Aucun charme dans son œuvre. La même sévérité dans sa vie qu'aux défroqués qui suivent la règle du célibat le plus chaste, pour qu'on ne puisse pas attribuer à autre chose qu'à la perte d'une croyance d'avoir quitté la soutane. Faisant semblant de ne pas voir le louche individu qui lui avait emboîté le pas, quand le baron se hasardait sur les boulevards ou traversait la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare, ses suiveurs se comptaient par douzaines qui, dans l'espoir d'avoir une thune, ne le lâchaient pas. Et de peur que l'autre ne s'enhardît à lui parler, le baron baissait dévotement ses cils noircis qui, contrastant avec ses joues poudrerisées, le faisaient ressembler à un grand inquisiteur par le Gréco. Mais ce prêtre faisait peur. Il avait l'air d'un prêtre interdit. Diverses compromissions auxquelles l'avait obligé la nécessité d'exercer son goût et d'en protéger le secret, ayant eu pour effet d'amener à la surface du visage précisément ce que le baron cherchait à cacher, une vie crapuleuse, racontée par la déchéance morale. Celle-ci, en effet, quelle qu'en soit la cause, se lit aisément, car elle ne tarde pas à se matérialiser et prolifère sur un visage, particulièrement dans les joues et autour des yeux, aussi physiquement que s'y accumulent les jaunes os creux dans une maladie de foie, ou les répugnantes rougeurs dans une maladie de peau. Ce n'était pas d'ailleurs seulement dans les joues, ou mieux les bas-joues de ce visage fardé, dans la poitrine tétonnière, la croupe rebondie de ce corps livré au laisser-aller et envahi par l'embonpoint, que surnageait maintenant, étalé comme de l'huile, le vice jadis si intimement renfoncé par M. de Charlus au plus secret de lui-même. Il débordait maintenant dans ses propos. « C'est comme ça, Brichot, que vous vous promenez la nuit avec un beau jeune homme, dit-il en nous abordant, cependant que le voyou, désappointé, s'éloignait. C'est du beau. On le dira à vos petits élèves de la Sorbonne que vous n'êtes pas plus sérieux que cela. Du reste, la compagnie de la jeunesse vous réussit, monsieur le professeur. Vous êtes frais comme une petite rose. Je vous ai dérangé, vous aviez l'air de vous amuser comme deux petites folles. Et vous n'aviez pas besoin d'une vieille grand-maman rabat-joie, comme moi. Je n'irai pas à confesse pour cela, puisque vous étiez presque arrivé. » Le baron était d'humeur d'autant plus gaie qu'il ignorait entièrement la scène de l'après-midi. Jupien, ayant jugé plus utile de protéger sa nièce contre un retour offensif que d'aller prévenir M. de Charlus. Aussi, celui-ci croyait-il toujours au mariage et s'en réjouissait-il. On dirait que c'est une consolation pour ces grands solitaires que de donner à leur célibat tragique l'adoucissement d'une paternité fictive. « Mais ma parole, Brichot, ajouta-t-il en se tournant en riant vers nous, j'ai du scrupule en vous voyant en si galante compagnie. Vous aviez l'air de doux amoureux. Bras dessus, bras dessous. Dites donc, Brichot, vous en prenez des libertés. Fallait-il attribuer, pour cause à de telles paroles,
le vieillissement d'une telle pensée, moins maîtresse que jadis de ses réflexes, et qui, dans des instants d'automatisme, laisse échapper un secret si soigneusement enfoui pendant 40 ans? Ou bien était-ce dédain pour l'opinion des roturiers qu'avaient au fond tous les Guermantes, et dont le frère de M. de Charlus, le duc, présentait une autre forme, quand, fort insoucieux que ma mère put le voir, il se faisait la barbe en chemise de nuit ouverte à sa fenêtre? M. de Charlus avait-il contracté, durant les trajets brûlants de Doncières à Deauville, la dangereuse habitude de se mettre à l'aise et, comme il rejetait la tête en arrière son chapeau de paille pour rafraîchir son énorme front, de desserrer, au début, pour quelques instants seulement, le masque depuis trop longtemps rigoureusement attaché à son vrai visage? Les manières conjugales de M. de Charlus avec Morel auraient à bon droit étonné qui les aurait entièrement connues. Mais il était arrivé à M. de Charlus que la monotonie des plaisirs qu'offre son vice l'avait lassé. Il avait instinctivement cherché de nouvelles performances, et après s'être fatigué des inconnus qu'il rencontrait, était passé au pôle opposé, à ce qu'il avait cru qu'il détesterait toujours, à l'imitation d'un ménage ou d'une paternité. Parfois cela ne lui suffisait même plus, il lui fallait du nouveau. Il allait passer la nuit avec une femme, de la même façon qu'un homme normal peut, une fois dans sa vie, avoir voulu coucher avec un garçon par une curiosité semblable, inverse, et dans les deux cas également malsaine. L'existence de fidèle du baron, ne vivant à cause de Charlie que dans le petit clan, avait eu, pour briser les efforts qu'il avait fait longtemps pour garder les apparences menteuses, la même influence qu'un voyage d'exploration ou un séjour aux colonies chez certains Européens qui y perdent les principes directeurs qui les guidaient en France. Et pourtant, la révolution interne d'un esprit, ignorant au début de l'anomalie qu'il portait en soi, puis épouvanté devant elle quand il l'avait reconnue, et enfin s'étant familiarisé avec elle, jusqu'à ne plus s'apercevoir qu'on ne pouvait sans danger avouer aux autres ce qu'on avait fini par s'avouer sans honte à soi-même, avait été plus efficace encore pour détacher M. de Charlus des dernières contraintes sociales que le temps passé chez les Verdurins. Il n'est pas en effet d'exil au pôle sud ou au sommet du Mont Blanc qui nous éloigne autant des autres qu'un séjour prolongé au sein d'un vice intérieur, c'est-à-dire d'une pensée différente de la leur. Vice, ainsi M. de Charlus le qualifiait-il autrefois, auquel le baron prêtait maintenant la figure débonnaire d'un simple défaut, fort répandu, plutôt sympathique et presque amusant, comme la paresse, la distraction ou la gourmandise. Sentant les curiosités que la particularité de son personnage excitait, M. de Charlus éprouvait un certain plaisir à les satisfaire, à les piquer, à les entretenir. De même que tel publiciste juif se fait chaque jour le champion du catholicisme, non pas probablement avec l'espoir d'être pris au sérieux, mais pour ne pas décevoir l'attente des rieurs bienveillants, M. de Charlus flétrissait plaisamment les mauvaises mœurs dans le petit clan comme il eût contrefait l'anglais ou imitait Mounet Sully, sans attendre qu'on l'en priât, et pour payer son écho avec bonne grâce, en exerçant en société un talent d'amateur. De sorte que M. de Charlus menaçait Brichot de dénoncer à la Sorbonne qu'il se promenait maintenant avec des jeunes gens, de la même façon que le chroniqueur circoncis parle à tout propos de la fille aînée de l'Église et du Sacré-Cœur de Jésus, c'est-à-dire sans ombre de tartufferie, mais avec une pointe de cabotinage. Ce n'était pas seulement du changement des paroles elles-mêmes, si différentes de celles qu'il se permettait autrefois, qu'il serait curieux de chercher l'explication, mais encore de celui survenu dans les intonations, les gestes, qui les uns et les autres ressemblaient singulièrement maintenant à ce que M. de Charlus flétrissait le plus âprement autrefois. Il poussait maintenant, involontairement, presque les mêmes petits cris, chez lui involontaires et d'autant plus profonds, que jettent volontairement, eux, les avertis qui s'interpellent en s'appelant « ma chère », comme si ce chichi voulu, dont M. de Charlus avait pris si longtemps le contre-pied, n'était en effet qu'une géniale et fidèle imitation des manières qu'arrivent à prendre, quoi qu'ils en aient, les Charlus, quand ils sont arrivés à une certaine phase de leur mal, comme un paralytique général ou un ataxique finissant fatalement par présenter certains symptômes. En réalité, et c'est ce que ce chichi tout intérieur révélait,
Il n'y avait entre le sévère Charlus, tout de noir habillé, aux cheveux en brosse que j'avais connu, et les jeunes gens fardés, chargés de bijoux, que cette différence purement apparente qu'il y a entre une personne âgée, agitée, qui parle vite, remue tout le temps, et un névropathe qui parle lentement, conserve un flegme perpétuel, mais est atteint de la même neurasthénie aux yeux du clinicien qui sait que celui-ci, comme l'autre, est dévoré des mêmes angoisses et frappé des mêmes tares. Du reste, on voyait que M. de Charlus avait vieilli à des signes tout différents, comme l'extension extraordinaire qu'avait prise dans sa conversation certaines expressions qui avaient proliféré et qui revenaient maintenant à tout moment. Par exemple, l'enchaînement des circonstances, et auquel la parole du baron s'appuyait de phrase en phrase comme à un tuteur nécessaire. « Est-ce que Charlie est déjà arrivé ?» demanda Brichot à M. de Charlus, comme nous apercevions la porte de l'hôtel. « Ah, je ne sais pas, » dit le baron en levant les mains et en fermant à demi les yeux, de l'air d'une personne qui ne veut pas qu'on l'accuse d'indiscrétion, d'autant plus qu'il avait eu probablement des reproches de Morel pour des choses qu'il avait dites, et que celui-ci, Froussard, autant que vaniteux, et reniant M. de Charlus aussi volontiers qu'il se paraît de lui, avait cru grave, quoiqu'en réalité insignifiante. Vous savez, je ne sais rien de ce qu'il fait. Si des conversations de deux personnes qui ont entre eux une liaison sont pleines de mensonges, ceci ne naissent pas moins naturellement dans les conversations qu'un tiers a avec un amant au sujet de la personne que ce dernier aime, quel que soit d'ailleurs le sexe de cette personne. « Il y a longtemps que vous l'avez vu ?» demandai-je à M. de Charlus, pour avoir l'air à la fois de ne pas craindre de lui parler de Morel et de ne pas croire qu'il vivait complètement avec lui. « Il est venu par hasard 5 minutes ce matin, pendant que j'étais encore à demi endormi, s'asseoir sur le coin de mon lit, comme s'il voulait me violer. » J'eus aussitôt l'idée que M. de Charlus avait vu Charlie il y a 1 heure. Car quand on demande à une maîtresse, quand elle a vu l'homme qu'on sait et qu'elle suppose peut-être qu'on croit être son amant, si elle a goûté avec lui, elle répond « Je l'ai vu un instant, avant déjeuner ». Entre ces deux faits, la seule différence est que l'un est mensonger et l'autre vrai. Mais l'un aussi est innocent ou, si l'on préfère, aussi coupable. Aussi ne comprendrait-on pas pourquoi la maîtresse, et ici M. de Charlus, choisit toujours le fait mensonger, si l'on ne savait pas que les réponses sont déterminées, à l'insu de la personne qui les fait, par un nombre de facteurs qui semblent en disproportion telle avec la minceur du fait qu'on s'excuse d'en faire état. Mais pour un physicien, la place qu'occupe la plus petite balle de sureau s'explique par la concordance d'action, le conflit ou l'équilibre de lois d'attraction ou de répulsion qui gouvernent des mondes bien plus grands. Nous mentionnons ici que pour mémoire, le désir de paraître naturel et hardi, le geste instinctif de cacher un rendez-vous secret, un mélange de pudeur et d'ostentation, le besoin de confesser ce qui vous est si agréable et de montrer qu'on est aimé, une pénétration de ce que c'est ou suppose et ne dit pas l'interlocuteur, pénétration qui, allant au-delà ou en deçà de la sienne, le fait tantôt sur et tantôt sous-estimer le désir involontaire de jouer avec le feu et la volonté de faire la part du feu. Tout autant de lois différentes, agissant au sens contraire, dictent les réponses plus générales, touchant l'innocence, le platonisme, ou, au contraire, la réalité des charnelles des relations qu'on a avec la personne qu'on dit avoir vue le matin quand on l'a vue le soir. Toutefois, d'une façon générale, disons que M. Charlus, malgré l'aggravation de son mal, qui le poussait perpétuellement à révéler, à insinuer, parfois tout simplement à inventer des détails compromettants, cherchait pendant cette période de sa vie à affirmer que Charlie n'était pas de la même sorte d'homme que lui, Charlus. Cela n'empêchait pas, et bien que peut-être cela fût vrai, que parfois il se contredit, comme pour l'heure où il l'avait vu en dernier lieu. Soit qu'il dit alors en s'oubliant la vérité, ou proférant un mensonge pour se vanter, ou par sentimentalisme, ou trouvant spirituel d'égarer l'interlocuteur. Vous savez qu'il est pour moi, continua le baron, un bon petit camarade, pour qui j'ai la plus grande affection, comme je suis sûr, en doutait-il donc, il éprouva le besoin de dire qu'il en était sûr, qu'il a pour moi. Mais il n'y a entre nous rien d'autre, pas ça, vous entendez? Pas ça, dit le baron, aussi naturellement que s'il avait parlé d'une femme. Oui, il est venu ce matin me tirer par les pieds.
C'est pourtant que je déteste ça, qu'on me voit coucher. Pas vous? Oh, c'est une horreur, ça dérange, on est laid à faire peur. Je sais bien que je n'ai plus 20 ans et je ne pose pas pour la rosière, mais on garde sa petite coquetterie, tout de même. Il est possible que le baron fût sincère quand il parlait de Morel comme d'un bon petit camarade, et qu'il dit la vérité plus encore qu'il le croyait en disant « Je ne sais pas ce qu'il fait, je ne connais pas sa vie ». En effet, disons, en interrompant pendant quelques instants ce récit que nous reprendrons aussitôt après cette parenthèse que nous ouvrons au moment où M. de Charlus, Bruchot et moi nous nous dirigeons vers la demeure de Mme Verdurin. Disons que, peu de temps avant cette soirée, le baron fut plongé dans la douleur et dans la stupéfaction par une lettre qu'il ouvrit par mégarde et qui était adressée à Morel. Cette lettre, laquelle devait par contre-coup me causer de cruels chagrins, était écrite par l'actrice Léa, célèbre pour le goût exclusif qu'elle avait pour les femmes. Or, sa lettre à Morel, que M. de Charlus ne soupçonnait même pas la connaître, était écrite sur le même ton, sur le ton le plus passionné. Sa grossièreté empêche qu'elle soit reproduite ici, mais on peut mentionner que Léa ne lui parlait qu'au féminin, en lui disant « Grande salle, va, ma belle chérie, toi tu en es, au moins », etc. Et dans cette lettre, il était question de plusieurs autres femmes qui ne semblaient pas être moins amies de Morel que de Léa. D'autre part, la moquerie de Morel à l'égard de M. de Charlus et de Léa à l'égard d'un officier qui l'entretenait, dont elle disait « Il me supplie dans ces lettres d'être sage. Tu parles, mon petit chat blanc. » ne révélait pas à M. de Charlus une réalité moins insoupçonnée de lui que n'étaient les rapports si particuliers de Morel avec Léa. Le baron était surtout troublé par ces mots « en être ». Après l'avoir d'abord ignoré, il avait enfin, depuis un temps bien long déjà, appris que lui-même en était. Or voici que cette notion qu'il avait acquise se trouvait remise en question. Quand il avait découvert qu'il en était, il avait cru par là apprendre que son goût, comme dit Saint-Simon, n'était pas celui des femmes. Or voici que, pour Morel, cette expression, en être, prenait une extension que M. de Charlus n'avait pas connue. Tant et si bien que Morel prouvait, d'après cette lettre, qu'il en était, en ayant le même goût que des femmes pour des femmes mêmes. Dès lors, la jalousie de M. de Charlus n'avait plus de raison de se borner aux hommes que Morel connaissait, mais allait s'étendre aux femmes elles-mêmes. Ainsi, les êtres qui en étaient n'étaient pas seulement ceux qu'il avait crus, mais toute une immense partie de la planète, composée aussi bien de femmes que d'hommes, aimant non seulement les hommes, mais les femmes. Et le baron, devant la signification nouvelle d'un mot qui lui était si familier, se sentait torturé par une inquiétude de l'intelligence autant que du cœur, née de ce double mystère où il y avait à la fois de l'agrandissement de sa jalousie et de l'insuffisance soudaine d'une définition. M. de Charlus n'avait été dans la vie qu'un amateur. C'est dire que des incidents de ce genre ne pouvaient lui être d'aucune utilité. Il faisait dériver l'impression pénible qu'il en pouvait ressentir en scènes violentes où il savait être éloquent ou en intrigues sournoises. Mais pour un être de la valeur d'un Bergotte, par exemple, ils eussent pu être précieux. C'est peut-être même ce qui explique en partie, puisque nous agissons à l'aveuglette mais en choisissant comme les bêtes la plante qui nous est favorable, que des êtres comme Bergotte aient vécu généralement dans la compagnie de personnes médiocres, fausses et méchantes. La beauté de celle-ci suffit à l'imagination de l'écrivain, exalte sa beauté, mais ne transforme en rien la nature de sa compagne, dont, par éclair, la vie située des milliers de mètres au-dessous, les relations invraisemblables, les mensonges poussés au-delà, et surtout dans une direction différente de ce qu'on aurait pu croire, apparaissent de temps à autre. Le mensonge parfait, sur les gens que nous connaissons, sur les relations que nous avons eues avec eux, sur notre mobile dans telle action formulée par nous d'une façon toute différente, le mensonge sur ce que nous sommes, sur ce que nous aimons, sur ce que nous éprouvons à l'égard de l'être qui nous aime et qui croit nous avoir façonnés, semblables à lui, parce qu'il nous embrasse toute la journée. Ce mensonge-là est une des seules choses au monde qui puissent nous ouvrir des perspectives sur du nouveau et de l'inconnu.
qui puisse éveiller en nous les sens endormis pour la contemplation d'univers que nous n'aurions jamais connu. Il faut dire, pour M. de Charlus, que s'il fut stupéfait d'apprendre relativement à Morel un certain nombre de choses que celui-ci lui avait soigneusement cachées, il eut tort d'en conclure que c'est une erreur de se lier avec des gens du peuple. On verra en effet dans le dernier volume de cet ouvrage M. de Charlus lui-même en train de faire des choses qui eussent encore plus stupéfié les personnes de sa famille et de ses amis que n'avait pu faire pour lui la vie révélée par Léa. La révélation qui lui avait été le plus pénible avait été celle d'un voyage que Morel avait fait avec Léa, alors qu'il avait assuré à M. de Charlus qu'il était en ce moment-là à étudier la musique en Allemagne. Il s'était servi pour échafauder son mensonge de personnes bénévoles à qui il avait renvoyé ses lettres en Allemagne, d'où on les réexpédiait à M. de Charlus, qui, d'ailleurs, était tellement convaincu que Morel y était, qu'il n'eût même pas regardé le timbre de la poste. Mais il est temps de rattraper le baron qui s'avance avec Brichot et moi vers la porte des Verdurins. Et qu'est devenu, ajouta-t-il, en se tournant vers moi, votre jeune ami hébreu que nous voyons à Deauville? J'avais pensé que si cela vous faisait plaisir, on pourrait peut-être l'inviter un soir. En effet, M. de Charlus, se contentant de faire espionner sans vergogne les faits et les gestes de Morel par une agence policière, absolument comme un mari ou un amant, ne laissait pas de faire attention aux autres jeunes gens. La surveillance qu'il chargeait un vieux domestique de faire exercer par une agence sur Morel était si peu discrète que les valets de pied se croyaient filés et qu'une femme de chambre ne vivait plus, n'osait plus sortir dans la rue, croyant toujours avoir un policier à ses trousses. Elle peut bien faire ce qu'elle veut. On irait perdre son temps et son argent à la pister, comme si sa conduite nous intéressait en quelque chose, s'écriait ironiquement le vieux serviteur, car il était si passionnément attaché à son maître que, bien que ne partageant pas nullement les goûts du baron, il finissait, tant il mettait de chaleureuse ardeur à les servir, par en parler comme s'ils étaient les siens. « C'est la crème des braves gens », disait de ce vieux serviteur M. de Charlus, car on n'apprécie jamais personne autant que ceux qui joignent à de grandes vertus celle de les mettre sans compter à des dispositions de novices. C'était, d'ailleurs, des hommes seulement que M. de Charlus était capable d'éprouver de la jalousie en ce qui concernait Morel. Les femmes ne lui en inspiraient aucune. C'est d'ailleurs la règle générale, presque générale pour les Charlus. L'amour de l'homme qu'ils aiment pour une femme est quelque chose d'autre, qui se passe dans une autre espèce animale. Le lion laisse les tigres tranquilles. Ne les gêne pas, il les rassure plutôt. Quelquefois, il est vrai, chez ceux qui font de l'aversion un sacerdoce, cet amour les dégoûte. Ils en veulent alors à leur ami de s'y être livré, non comme une trahison, mais comme d'une déchéance. Un Charlus, autre que n'était le baron, eût été indigné de voir Morel avoir des relations avec une femme, comme il l'eût été de lire sur une affiche que lui, l'interprète de Bach et de Handel, allait jouer de Puccini. C'est d'ailleurs pour cela que les jeunes gens qui, par intérêt, condescendent à l'amour des Charlus leur affirment que les femmes ne leur inspirent que du dégoût. Comme ils diraient aux médecins qu'ils ne prennent jamais d'alcool, et n'aiment que l'eau de source. Mais M. de Charlus, sur ce point, s'écartait un peu de la règle habituelle. Admirant tout chez Morel, ses succès féminins ne lui portaient pas d'ombrage, lui causaient une même joie que ses succès au concert ou à l'écarté. « Mais mon cher, vous savez, il fait les femmes, » disait-il d'un air de révélation, de scandale, peut-être d'envie, surtout d'admiration. « Il est extraordinaire, ajoutait-il. Partout, les putains les plus en vue n'ont Dieu que pour lui. On le remarque partout, aussi bien dans le métro qu'au théâtre. C'en est embêtant. Je ne peux pas aller au restaurant avec lui sans que le garçon lui apporte les billets doux d'au moins 3 femmes, et toujours des jolies encore. Du reste, ça n'est pas extraordinaire. Je le regardais hier, je le comprends. Il est devenu d'une beauté, il a l'air d'une espèce de Bronzino. Il est vraiment admirable. Mais si M. de Charlus aimait à montrer qu'il aimait Morel, il aimait à persuader les autres, peut-être à se persuader lui-même, qu'il en était aimé. Il mettait à l'avoir tout le temps auprès de lui, et malgré le tort que ce petit jeune homme pouvait faire à la situation mondaine du baron, une sorte d'amour-propre. Car, et le cas est fréquent des hommes bien posés et snobs qui, par vanité,
brisent toutes leurs relations pour être vus partout avec une maîtresse demi-mondaine ou dame tarée qu'on ne reçoit pas, et avec laquelle pourtant il leur semble flatteur d'être liés. Il était arrivé à ce point où l'amour-propre met toute sa persévérance à détruire les buts qu'il a atteints. Soit que, sous l'influence de l'amour, on trouve un prestige qu'il est seul à percevoir, à des relations ostentatoires avec ce qu'on aime, soit que, par le fléchissement des ambitions mondaines atteintes et la marée montante des curiosités ancillaires, d'autant plus absorbantes qu'elles sont plus platoniques, celles-ci n'eussent pas seulement atteint, mais dépassé le niveau où avaient peine à se maintenir les autres. Quant aux autres jeunes gens, M. de Charlus trouvait qu'à son goût pour eux, l'existence de Morel n'était pas un obstacle, et que même sa réputation éclatante de violoniste ou sa notoriété naissante de compositeur et de journaliste pouvait, dans certains cas, leur être un appât. Présentant au baron un jeune compositeur de tournure agréable, c'était dans les talents de Morel qu'il cherchait l'occasion de faire une politesse au nouveau venu. « Vous devriez, lui disait-il, m'apporter de vos compositions pour que Morel les joue au concert ou en tournée. Il y a si peu de musique agréable écrite pour le violon. C'est une aubaine que d'en trouver de nouvelles, et les étrangers apprécient beaucoup cela. Même en province, il y a de petits cercles musicaux, on aime la musique avec une ferveur, une intelligence admirable. » Sans plus de sincérité, car tout cela ne servait que d'amorce, et il était rare que Morel se prêtât à des réalisations. Comme Bloch avait avoué qu'il était un poète à ses heures, avait-il ajouté, avec le rire sarcastique dont il accompagnait une banalité quand il ne pouvait pas trouver une parole originale, M. de Charlus me dit « Dites donc à ce jeune Israélite, puisqu'il fait des vers, qu'il devrait bien m'en apporter pour Morel. Pour un compositeur, c'est toujours l'écueil, trouver quelque chose de joli à mettre en musique. On pourrait même penser à un livret. Cela ne serait pas inintéressant et prendrait une certaine valeur à cause du mérite du poète, de ma protection, de tout un enchaînement de circonstances auxiliatrices, parmi lesquelles le talent de Morel tient la première place. Car il compose beaucoup maintenant, et il écrit et aussi et très joliment. Je vais vous en parler. Quant à son talent d'exécutant, là vous savez qu'il est tout à fait un maître déjà. Vous allez voir ce soir comme ce gosse joue bien la musique de Vinteuil. Il me renverse. À son âge, avoir une compréhension pareille tout en restant si gamin, si potache. Oh, ce soir, ce n'est qu'une petite répétition. La grande machine doit avoir lieu dans quelques jours. Et ce sera bien plus élégant aujourd'hui. Aussi, nous sommes ravis que vous soyez venus, dit-il, en employant ce « nous », sans doute parce que le roi dit « nous voulons ». À cause du magnifique programme, j'ai conseillé à Madame Verdurin d'avoir 2 fêtes. L'une dans quelques jours, où elle aura toutes ses relations, l'autre ce soir, où la patronne est, comme on dit en termes de justice, dessaisie. C'est moi qui ai fait les invitations. Et j'ai convoqué quelques personnes d'un autre milieu, qui peuvent être utiles à Charlie et qu'il sera agréable pour les Verdurins de connaître. N'est-ce pas? C'est bien joli de faire jouer les choses les plus belles avec les plus grands artistes, mais la manifestation reste étouffée comme dans du coton si le public est composé de la mercière d'en face ou de l'épicier du coin. Vous savez ce que je pense du niveau intellectuel des gens du monde, mais ils peuvent jouer certains rôles assez importants. Entre autres, le rôle dévolu pour les événements publics à la presse, et qui est d'être un organe de divulgation. Vous comprenez bien ce que je veux dire? J'ai, par exemple, invité ma belle-sœur Oriane. Il n'est pas certain qu'elle vienne, mais il est certain, en revanche, si elle vient, qu'elle ne comprendra absolument rien. Mais on ne lui demande pas de comprendre ce qui est au-dessus de ses moyens, mais de parler ce qui est approprié admirablement et ce dont elle ne se fait pas faute. Conséquence. Dès demain, au lieu du silence de la mercière et de l'épicier, conversation animée chez les Mortemart, où Oriane raconte qu'elle a entendu des choses merveilleuses, qu'un certain Morel, etc. Rage indescriptible des personnes non conviées qui diront « Palamède avait sans doute jugé que nous étions indignes ». D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ces gens chez qui la chose se passait? Contrepartie aussi utile que les louanges d'Oriane, parce que le nom de Morel revient tout le temps et finit par se graver dans la mémoire comme une leçon qu'on relit 10 fois de suite. Tout cela forme un enchaînement de circonstances qui peut avoir son prix pour l'artiste, pour la maîtresse de maison, servir en quelque sorte de mégaphone à une manifestation qui sera rendue audible à un public lointain. Vraiment, ça en vaut la peine. Vous verrez les progrès qu'a fait Charlie. Et d'ailleurs, on lui a découvert un nouveau talent, mon cher.
Il écrit comme un ange. Comme un ange, je vous dis. Monsieur de Charlus négligeait de dire que depuis quelque temps il faisait faire à Morel, comme ces grands seigneurs du XVIIe siècle, qui dédaignaient de signer et même d'écrire leurs libelles, des petits entrefilets bassement calomniateurs et dirigés contre la comtesse Molé. Semblant déjà insolent à ceux qui le lisaient, combien était-il plus cruel pour la jeune femme qui retrouvait, si adroitement glissés que personne d'autre qu'elle n'y voyait goutte, des passages de lettres d'elle, textuellement cités, mais pris dans un sens où il pouvait l'affoler comme la plus cruelle vengeance. La jeune femme en mourut. Mais il se fait tous les jours à Paris, dirait Balzac, une sorte de journal parlé plus terrible que l'autre. On verra plus tard que cette presse verbale réduisit à néant la puissance d'un Charlus devenu démodé, et bien au-dessus de lui érigea un Morel qui ne valait pas la millionième partie de son ancien protecteur. Du moins cette mode intellectuelle est-elle naïve et croit-elle de bonne foi au néant d'un génial Charlus, à l'incontestable autorité d'un stupide Morel. Le baron était moins innocent dans ses vengeances implacables. De là sans doute ce venin amer de la bouche dont l'envahissement semblait donner aux joues la jaunisse quand il était en colère. « Vous qui connaissiez Bergotte, reprit M. de Charlus, j'avais pensé que vous auriez pu peut-être, en lui rafraîchissant la mémoire au sujet des proses du Juvenceau, collaborer en somme avec moi, m'aider à favoriser un talent double de musicien et d'écrivain qui peut un jour acquérir le prestige de celui d'un Berlioz. Vous savez, les illustres ont souvent autre chose à penser, ils sont adulés, ils ne s'intéressent guère qu'à eux-mêmes. Mais Bergotte, qui était vraiment simple et serviable, m'avait promis de faire passer aux Gaulois, ou je ne sais plus où, ces petites chroniques, moitié d'un humoriste et d'un musicien, qui sont maintenant très jolies. Et je suis vraiment très content que Charlie ajoute à son violon ce petit brin de plume d'ingre. Je sais bien que j'exagère facilement quand il s'agit de lui, comme toutes les vieilles mamans gâteaux du conservatoire. Comment, mon cher, vous ne saviez pas? Mais c'est que vous ne connaissez pas mon côté gobeur. Je fais le pied de grue pendant des heures à la porte des jurys d'examen. Je m'amuse comme une reine. Quant à la prose de Charlie, Bergotte m'avait assuré que c'était vraiment tout à fait très bien.